merci de nous accueillir au patronage laïque et merci à l'UFAL d'avoir parrainé cette initiative qui me trottait dans la tête depuis quelques mois déjà. Et je suis vraiment ravie, heureuse que cette initiative ait abouti autour de trois pays importants qui sont l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, à travers aussi trois figures connues de notre paysage politique, intellectuel, qui vont venir chacun donc à leur tour nous parler de leur pays respectif, mais évidemment au-delà, parce que nous avons trois témoins, nous avons trois observateurs, nous avons trois analystes, pas seulement de ce qui se passe dans leur pays, mais qui ont un bagage qui est important et qui leur permet de décrypter véritablement les relations internationales et la géopolitique. Alors je suis heureuse d'accueillir Saïd Saadi, qui est une figure politique bien connue en Algérie, qui a fondé le RCD, donc le Rassemblement pour la culture et la démocratie, au balbutiement des années 90, en 1989, donc année extrêmement importante en Algérie, où il y a eu une fenêtre démocratique qui s'est malheureusement rapidement et violemment refermée quelques années plus tard. Il est psychiatre, il est aussi essayiste. Il vit en France depuis quelques années et donc il nous entretiendra un petit peu de sa perspective sur l'Algérie. À côté de lui, Sophie Bessis, qui est historienne, qui a été aussi journaliste, qui a enseigné aussi les relations internationales, une observatrice très fine de ce qui se passe en Tunisie, figure aussi importante des droits humains, puisqu'elle a été donc membre de la Ligue des droits de l'homme pendant... Oui, secrétaire général, voilà, secrétaire général de la... Voilà, des droits de l'homme. Pendant combien de temps ? Voilà, ça va. OK. Et à côté, Aboubakr Jamaï, qui était donc journaliste, qui est depuis quelques années déjà professeur en relations internationales à Aix-en-Provence pour l'université américaine à Aix. Voilà. Et donc, il nous dira comment se fait-il qu'il a quitté le journalisme pour qui était en fait un métier pour lequel il s'était passionné pendant plusieurs années et par la suite donc il a entrepris une carrière dans l'enseignement. Je voulais juste vous dire un petit message. Sophie Bessis ne souhaite pas être filmée et ne souhaite pas être photographiée. Alors, ayez la gentillesse, s'il vous plaît, de respecter ce petit message. Donc, oui, vous pouvez capter des paroles d'autres orateurs, mais pas de Sophie Bessis. Merci beaucoup. On va commencer donc par l'ordre chronologique qui me semble le plus justifié par l'Algérie. Parce que l'Algérie, à la fin des années 80, donc, a connu cette ouverture démocratique, donc, en 88, plus exactement, à l'aune d'un soulèvement de la jeunesse qui a été violemment réprimé, où il y a eu 500 morts, on compte 500 morts, et à travers duquel nous avons aussi obtenu... une ouverture incroyable. D'abord, un horizon politique qui s'est considérablement élargi, puisque jusque-là, il n'y avait que le parti unique et il n'y avait que les médias donc, étatiques. Et là, soudainement, nous avions eu une ouverture donc, politique, mais aussi une ouverture donc, du champ médiatique à travers une pléthore de journaux indépendants qui ont vu le jour. Je ne parle pas de la télé et de la radio pour la simple raison qu'il n'y a pas eu, à cette époque-là encore, une ouverture.
Ouverture, évidemment, qui a été au départ vécue d'une façon enthousiaste, énergique, soutenue par des pans entiers de la population qui attendaient depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1962, eh bien, cette fameuse démocratie. Alors, ça a été dit, donc, je vous invite à faire un exposé d'une dizaine de minutes à partir donc, de ce moment, donc, des années donc, 88 jusqu'à maintenant, avec peut-être une autre fenêtre démocratique, celle-ci donc, vécue donc, plus récemment avec le Hirak, qui a eu donc, aussi, où il y a eu aussi des aspirations démocratiques et qui ont malheureusement donc, toutes les deux fenêtres, donc celle de 88 et celle de 2019, qui ont malheureusement échoué. Alors pourriez-vous nous dire en quelque sorte pourquoi elles ont échoué? Est-ce qu'elles ont échoué? Est-ce que vous considérez qu'elles ont échoué? Et nous expliquer en fait en partie, disons, les aspirations autour de ces deux moments qui étaient attendus et qui étaient célébrés en Algérie. Merci Jamila. Bonsoir tout le monde et merci de vous être déplacés pour entendre notre message. S'agissant de l'Algérie, en 10 minutes, je vais essayer d'être aussi clair que possible. L'explosion dont a parlé Jamila d'octobre 88 et qui s'est malheureusement soldée par une répression sanglante était l'aboutissement d'un certain nombre de processus de force clandestines la plupart du temps, mais qui avaient récusé la lutte violente. Je parle des forces démocratiques. Mais comme l'univers politique du parti unique était totalement verrouillé, c'est vraiment le principe de la cocotte. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion à la suite d'une jeunesse. Ce n'était pas du tout un mouvement structuré, c'était une jacquerie qui était animée par de la colère et qui n'a pas pu aboutir justement parce que n'étant pas encadrée, n'étant pas structurée, elle était plus un symptôme qu'un projet. En 1988, à partir de 1988, le pouvoir acculé, il avait quand même tiré sur la foule, c'était la première fois que ça se produisait, en tout cas à cette échelle-là, a dû concéder une démocratie. Alors je dirais tout de suite que s'agissant de l'Algérie, autant la démocratie est une aspiration populaire et citoyenne, je vais essayer de le démontrer après, autant elle s'est toujours imposée au régime algérien. À chaque fois qu'il y a eu une concession démocratique en Algérie, elle est arrivée par effraction. Ça n'a jamais été un compromis entre un régime qui peut être violent, mais qui à un moment donné peut convenir qu'il faut peut-être essayer de chercher pour le bien de tous une issue ordonnée, sinon structurée. Donc ça a toujours été des marchandages. Dès 1988, l'ouverture était un peu biaisée. Il y avait en gros 3 ou 4 courants connus dans la vie politique algérienne. Il y avait le courant communiste, il y avait le FFS qui était un ancien mouvement qui avait pris les armes en 1963. Il y avait toute une dynamique à laquelle j'appartiens de ma génération qui parlait de refondation nationale en posant de nouveaux critères pour une mise en perspective nouvelle de la nation, à l'inverse du projet pan-islamiste et pan-arabiste que nous proposait le FLN. Il y avait un courant islamiste et le gouvernement a ouvert les vannes en créant, en 1974, si j'ai bonne mémoire, parti politique, de telle sorte à frelater le pluralisme. Il était extrêmement difficile de se faire entendre qui était le bon, qui était le mauvais, et souvent, malheureusement, la police politique étant rodée dans ce genre de manœuvre, elle mettait en valeur les partis préfabriqués, sinon carrément instrumentalisés. Donc il y a toujours eu cette dualité, un souffle citoyen qui a toujours animé la société et une fermeture ou une tendance manœuvrière du régime, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de compromis démocratique en Algérie. Alors, où on est aujourd'hui en terre algérienne, je ne vais pas être très long, je vais prendre 4 éléments de repère pour permettre aux uns aux autres d'avoir leurs idées. C'est la justice, les médias, la situation économique et la sphère géopolitique.
La justice, je vais être bref, hein, les tribunaux algériens sont devenus des lieux d'exécution de ce qu'ordonnent les commissariats de police. Hein, j'exagère à peine. Au moment où je vous parle, il y a près de 300 personnes qui croupissent dans les prisons algériennes pour avoir posté un truc peut-être ironique, un message peut-être ironique sur le chef de l'État, pour avoir émis une opinion qui ne convenait pas au discours officiel, si tant est qu'il y en ait vraiment un aujourd'hui. Et je suis un bon client de la justice, hein, donc j'ai été arrêté à 4, 5, 6 fois. Je ne suis pas censé être surpris par les abus de la justice algérienne, mais j'avoue que pour le coup, cette fois-ci, on a dépassé tout ce que nous avions connu par le passé. S'agissant des médias, Jamila a très bien dit, l'efflorescence médiatique qui a suivi octobre 88, il y avait une véritable presse qui se formait, qui était de plus en plus qualitative, qui essayait de jouer son rôle de la manière la plus responsable et raisonnable possible. Malheureusement, aujourd'hui, je parle de l'équipe actuelle, il ne reste quasiment rien. Le dernier média qui survivait, c'était Radio M, et Maghreb Émergent, son responsable, croupi lui aussi aujourd'hui en prison, Hassan Qadhi, pour une sombre affaire de financement extérieur qui aurait eu lieu en 2014. Supposons qu'il y ait eu délit, je ne vois pas pourquoi on attend aujourd'hui pour le ressortir, après qu'il ait clairement fait entendre qu'il n'accepterait pas de marchander sa liberté, il l'a dit publiquement, hein, et c'est ça qui l'a emmené, en prison. Donc les médias aujourd'hui, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de médias dignes de ce nom en Algérie, et c'est peut-être l'un des signes les plus patents de la régression politique algérienne. D'un point de vue économique, le système bancaire, non, on n'a pas de système bancaire en Algérie, on a un système de caisse. Nous sommes peut-être le seul pays de la rive sud de la Méditerranée où on tolère, où la monnaie, on parle souvent de la souveraineté, Siyada al-Wataniya, le régime despotique de chez nous revendique souvent la protection de la souveraineté nationale. Mais la monnaie algérienne aujourd'hui, au moment où je vous parle, est soumise à une espèce de marchandage. Vous allez dans une boutique à côté d'un commissariat de police, vous achetez la devise, vous la payez 2 et vous allez à la banque, ça vaut 1. Et c'est totalement admis, ça ne gêne personne. Et c'est là que l'économie parallèle, c'est là que notamment d'ailleurs les islamistes recyclent leur argent sale. Et il y a une semaine de cela, l'Algérie a décidé de recalibrer la méthode de calcul de son PIB et elle a intégré l'économie informelle. C'est-à-dire l'économie informelle est maintenant imposée dans la mise en perspective de la vie économique nationale. En un mot qu'on en mille, tant que le baril monte, et malheureusement actuellement il monte à cause de la guerre en Ukraine, je pense que l'Algérie tiendra. Mais il n'y a pas de vie économique, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de droit des affaires à proprement parler. Maintenant, sur le plan régional et géopolitique, d'un point de vue régional, je suis assez inquiet à cause de la tension qui est entretenue entre l'Algérie et le Maroc. Cela étant dit, bon, les nôtres ne sont pas très commodes. Du côté marocain aussi, il y a des loustiques qui s'évertuent à entretenir une espèce de conflit permanent pour que chacun fasse ses petites affaires dans les deux pays. Et c'est un jeu dangereux. Pourquoi ? Ça a toujours existé, hein, depuis les indépendances de nos pays, ça n'a pas été très bien. Mais le fait que les dirigeants de l'époque se soient connus dans le cadre des mouvements nationaux, tunisiens, algériens, marocains, ils savaient très bien jusqu'où on pouvait jouer, où il fallait mettre le curseur de la provocation et où il fallait ne pas aller trop loin. Sauf qu'il y a maintenant 1 ou 2 générations qui ont grandi dans la gêne, dans la haine, semée par les régimes. Et je ne peux pas donner un avis, peut-être que c'est dans le débat qu'on arrivera à établir un point d'équilibre sur ce que deviendra cette relation entre les deux sociétés, mais je suis assez inquiet là-dessus parce qu'il y a des jeunes qui détestent franchement les Marocains, il y a des Marocains qui détestent franchement les Algériens parce qu'on ne leur a appris que ça. Pour autant, je nuance, et ça c'est le problème des régimes autocratiques, plus ils mettent de moyens pour asservir le citoyen, plus des fois il y a des réactions qui neutralisent
toute la propagande qu'on a pensé rendre comme une vérité absolue. Je ne sais pas si vous avez suivi le parcours du Maroc à la Coupe du Monde au Qatar. Moi, j'ai vu... Non, mais je veux dire, c'est pas tellement le match. J'aime beaucoup le football, j'étais footballeur. Non, mais je veux dire les jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes avec un drapeau tunisien, un drapeau algérien, un drapeau marocain se mettre ensemble et mettre ça sur la toile. Quelle belle claque pour des gens qui voulaient provoquer un schisme entre des jeunesses. Donc, sur le plan régional, on peut être inquiet sans être complètement désespéré. Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Et je finirai en disant simplement, pour situer la problématique algérienne sur le plan géopolitique, là, par contre, on peut être franchement inquiet. L'ADN du FLN d'après-guerre, c'est la police politique, qui a été formée par le KGB dès 1962. Et le fait... Et par la Stasi. En deuxième point. La première promotion de la sécurité militaire algérienne, tapis rouge, elle a été formée à Moscou. Mais c'est vrai que la Stasi, on a sous-traité quelques départements de renseignement algérien à la Stasi. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avec le retour de la bipolarisation entre le camp de ce qui était anciennement l'Est et de ce qui se veut comme une alternative au Sud, les Algériens pensent avoir trouvé une niche où ils peuvent encore défier tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une mise en perspective démocratique de la nation. Donc en gros, ils veulent se fondre dans le cartel des régimes démocratiques et ce sont ceux qui iront le plus loin, ce sont ceux qui seront les plus caricaturaux dans ce rejet de la démocratie au motif, qu'on peut très bien comprendre, qu'il faut en finir avec le monde de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale, il faut le dépasser. Sauf que les Algériens prennent mal l'affaire encore une fois. Ce n'est pas en renforçant les ordres despotiques qui sont à l'origine du sous-développement et de la détérioration des libertés qu'on va faire partie de ceux qui porteront une alternative mondiale. Mais ils sont complètement enfoncés là-dedans. Je ne sais pas si vous avez vu une image qui a tourné en boucle du président algérien. Enfin, je dis chef d'État, je ne dis pas chef président. Un président, c'est quelqu'un qui est élu. Un chef d'État, c'est une autorité de fait. Quand il était à côté de Poutine, en lui disant « Monsieur Poutine, vous êtes celui que l'humanité entière est en train d'admirer H24, au point où même Poutine, qui n'est quand même pas un grand émotif, s'est laissé surprendre par ce genre d'amabilité. » Et donc, on est dans une espèce d'aliénation tiers-mondiste où les Algériens pensent retrouver l'aura qu'avait eu Boumediene dans le courant des années 70. À mon avis, ça ne serait pas le cas. D'abord, je suis très critique vis-à-vis de Boumediene, mais ils n'ont pas un chef de l'envergure de Boumediene. Ils n'ont pas le personnel politique dont avait bénéficié Boumediene. L'Algérie avait de vrais grands cadres dans les années 70. Et puis, l'Algérie des années 70 n'est pas celle d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ils se plantent complètement. Donc, en un mot comme en un mille, je crois que l'Algérie est en phase régressive sur le plan politique, social et économique. Elle va tenir parce que les réserves de change ont augmenté, elles étaient de 40 milliards de dollars, et ça avoisine les 80 milliards. Donc, on peut toujours importer le quignon de pain dont aura besoin la société. Mais sur le plan culturel, éducatif, de ce qui peut porter une alternative, je suis assez pessimiste, notamment avec cette idée de néantiser, de supprimer la langue française, et je finirai là-dedans. C'est un crime contre la société algérienne. Moi, je fais partie de ceux qui disent que la langue française est consubstantielle à ma personnalité. Elle a sédimenté dans l'histoire de mon pays. Je ne vois pas où est-ce qu'on va mettre le curseur. Est-ce que c'est la langue arabe? Est-ce que c'est la langue amazigh? Est-ce que c'est la langue turque? Il faut assumer tout ça. Et les gens qui ont décidé d'éliminer vraiment du jour au lendemain la langue française de l'université, au mois d'août, on décide d'angliciser l'enseignement à l'université alors qu'on n'avait pas les enseignants. Je veux dire, même si on les avait, il y a quand même une manière de faire progressivement, et bien on en est là. Donc il y a une espèce de surenchère populiste et il y a des invariants. Il y a des invariants qui prennent des causes qui méritent débat, mais lorsque en Algérie, et je finis, vous entendez que la question palestinienne
revient de manière récurrente, massive, permanente dans le discours des dirigeants, c'est très mauvais signe. Lorsque vous avez l'affaire du Sahara occidental, qui revient aussi de manière récurrente, c'est très mauvais signe. Lorsque vous avez la tentation d'entretenir la braise avec le Maroc, c'est très mauvais signe. Et lorsque vous avez évidemment la polémique contre la France, c'est très mauvais signe. Et à l'intérieur, c'est toujours la Kabylie. Je veux dire, quand il y a un petit problème, quand on veut hystériser le débat, c'est toujours la Kabylie qui menace l'unité nationale, qui est liée voilà, à l'impérialisme mondial, etc., etc. Alors, on a ces 4 ou 5 invariants qui sont aujourd'hui au centre du discours, si tant est qu'on puisse appeler ça, du discours politique algérien. Excusez-moi de vous avoir donné autant d'espoir. Voilà. Alors, merci pour ce clin d'œil. Sophie, en 2011, la Tunisie vit un moment inespéré où l'on pensait réellement qu'un bond qualitatif aurait pu être fait. Il a été fait, en effet. Il ne faut pas sous-estimer la chute de Ben Ali. Et finalement, ça aboutit à quoi? Où en est-on aujourd'hui après des aspirations très fortes, des espoirs qui ont traversé la Tunisie de bout en bout, y compris des lieux qui n'avaient jusque-là pratiquement jamais bougé, qui se sont sentis véritablement boostés par ce soulèvement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Kais Saïd au pouvoir, c'est un grand moment de lassitude qui est en train de frapper la Tunisie, avec également cette sous-traitance de la question des migrants par laquelle la Tunisie devient un joueur important en Méditerranée. Comment peut-on aujourd'hui donc analyser la question tunisienne eh bien, à l'aune de ces différents éléments évoqués? Merci Djamila, et je vais essayer, merci à tout le monde, je vais essayer de répondre, ce qui n'est pas très simple. D'abord, ce que je voudrais dire après vous avoir écouté et avant d'écouter ce que vous direz du Maroc, c'est que je crois que ce qui différencie, il y a des ressemblances et des différences. Ce qui différencie la Tunisie de ses deux voisins de l'Ouest et de l'Est, de ses deux voisins de l'Ouest, c'est que, bien sûr, de l'indépendance jusqu'à 2011, la Tunisie a vécu sous 2 régimes autocratiques. Ni le régime de Bourguiba, ni a fortiori celui de Ben Ali n'ont été des régimes démocratiques, même si Bourguiba, sur d'autres plans, a été un grand réformateur, surtout au début de l'indépendance de la Tunisie, dans les premières années de l'indépendance. Mais enfin, la Tunisie n'avait jamais connu, malgré des oppositions, malgré des tentatives à l'intérieur même de la sphère dirigeante, n'avait jamais connu d'expérience démocratique. 2011 est alors, en Algérie et au Maroc, il y a eu des revendications, il y a eu des insurrections démocratiques, mais il n'y a jamais eu de rupture dans l'ordre politique. La Tunisie, en 2011, a connu une rupture profonde dans l'ordre politique. Et c'est dans ce sens que je crois que, quels que soient les développements ultérieurs, la Tunisie a réellement connu une révolution en 2011. Et je fais partie des gens qui pensent que l'on peut mettre le terme de révolution dans ce qu'a connu la Tunisie. Et 2011, avec la chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011, connaît une décennie qui, certes chaotique, certes difficile, compliquée, avec des erreurs tout à fait regrettables, avec une négligence qui a coûté cher à l'expérience démocratique de la Tunisie, une négligence du volet économique et social et disons une focalisation sur le volet politique du processus
démocratique, mais il y a eu pendant ces 10 ans un changement fondamental de paradigme et une expérience démocratique avec une liberté d'expression à peu près totale qui, contrairement à l'Algérie en 1989, n'a pas été octroyée par le pouvoir. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, cette liberté d'expression a été une liberté d'expression extrêmement contrôlée, y compris d'ailleurs dans la presse de l'époque. Donc, un changement de loi, un changement de régime, même si, évidemment, ce changement de régime a aussi été cannibalisé d'une certaine façon par certaines personnalités de l'ancien régime. Mais enfin, il y a un véritable changement de régime. Je disais, donc, démocratisation, une nouvelle constitution en 2014, une nouvelle loi électorale avec des avancées incontestables, y compris d'ailleurs sur le plan des droits des femmes, puisque le code électoral post-révolutionnaire instaure une parité totale entre les hommes et les femmes sur les listes électorales. Bon, c'est quelque chose quand même qui est très significatif. Bref. Quels ont été les blocages et les impasses? D'une part, je vous le disais, alors que la révolution de fin 2010, début 2011 en Tunisie allait sur 2 pieds. Un pied économique et social, une revendication sociale très forte, et un pied politique, une revendication de démocratisation. Et la classe politique tunisienne s'est focalisée sur le biais politique, puisqu'il y a eu ce changement de constitution, ce changement de pratique politique, mais a négligé le volet économique et social. Et la Tunisie a connu des années chaotiques dans la décennie 2011-2019 sur le plan économique et social, avec une sorte de descente aux enfers dans la mesure où la classe politique tunisienne n'a pas été à la hauteur des défis qui lui étaient posés incontestablement. Et les 10 ans de pouvoir du parti, de participation au pouvoir du parti Ennahda n'a pas été non plus du parti islamiste qui a gagné tout à fait démocratiquement les élections. Hein. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'est une victoire démocratique aux élections de 2011 et des majorités relatives aux élections suivantes. Mais, et si les Tunisiens et les Tunisiennes ont voté majoritairement pour le parti islamiste Ennahda en 2011, c'est que eh bien, c'était un nouveau venu sur la scène du pouvoir et en fait le vote était moins pour des questions religieuses que pour des questions, ceux-là on les a jamais essayés et ils sont propres. Ils ont été victimes des dictatures et ce sont des gens propres. Bon, ils ont fait comme tout le monde, c'est-à-dire leur trajectoire politique a été d'une banalité totale, c'est-à-dire qu'ils se sont octroyés des postes du pouvoir, ils se sont créés une base sociale dans la fonction publique en recrutant des dizaines de milliers de fonctionnaires, ce qui a plombé les comptes publics également, hein, puisque les salaires de la fonction publique monopolisent aujourd'hui 14% ou 15% du produit intérieur brut tunisien. Bref, et donc une descente aux enfers économiques et sociales. Et un mal-être de plus en plus important des Tunisiens, même s'ils jouissaient de droits dont ils n'avaient jamais joui dans les décennies précédentes depuis l'indépendance. Et ce délitement de la vie politique du fait de la médiocrité de la classe politique tunisienne, il faut bien le dire, ce délitement de l'économie et le volet social également a été très important, fait qu'aux élections de 2019, eh bien, que s'est-il passé? Ça a été une concurrence entre des candidats populistes, entre 2 candidats populistes, dont l'un, Kais Saïd, a gagné les élections. Et depuis 2019, et surtout à partir de 2021, on est en face de l'instauration d'un populisme autoritaire. C'est probablement un pléonasme en général, parce que je ne connais pas dans l'histoire de régimes populistes qui soient des régimes démocratiques. On peut le voir aussi en Europe, hein, avec un régime à la Viktor Orban, qui est un régime populiste classique. Et donc, en fait, le pouvoir actuel en Tunisie est en train de démanteler absolument tous les acquis de la période 2011-2019. Et on est en face je vous le disais, de l'instauration d'un régime
non démocratique, avec un changement de la Constitution, le retour à un régime hyper présidentialiste, une réduction, un rétrécissement tout à fait alarmant de l'espace des libertés, une mise sous tutelle de la justice, la dissolution de toutes les instances qui avaient été prévues par la Constitution de 2014 pour instaurer des contre-pouvoirs contre le pouvoir exécutif. Et donc, c'est, je vous le disais, des arrestations sur la base d'accusations qui sont improuvables. Voilà, il y a maintenant des arrestations pour complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. C'est le genre de... Voilà. Et donc, aujourd'hui, en Tunisie, la situation des libertés est extrêmement préoccupante et la situation économique et sociale ne s'est pas améliorée. L'actuel chef de l'État qui prétend incarner le peuple, voilà, c'est qui est le propre du populisme, il prétend incarner le peuple, mais en fait il n'y a aucune mesure concrète, aucune politique, aucune stratégie socio-économique pour améliorer la situation, laquelle donc continue d'empirer. Alors, un mot avant de terminer, puisque tu me posais la question des migrants. C'est effectivement extrêmement important, et je te remercie de me l'avoir posé. En fait, le propre de ce populisme de Kais Saïd, c'est aussi une obsession identitaire. Bon, et une réclusion, un enfermement identitaire à base en partie religieuse. D'ailleurs, ce qui le sépare du parti Ennahda c'est une rivalité politique, mais idéologiquement, le chef de l'État actuel est très proche en fait, du fondamentalisme islamiste. Il est d'une religiosité ostentatoire, également, tout à fait, bien qu'il s'en défende. Alors sur la question de l'antisémitisme, bon, il y a une obsession palestinienne, c'est-à-dire que sans aucune analyse, sans aucune aide concrète en fait au mouvement de libération palestinien, mais c'est c'est une pure rhétorique, effectivement. Voilà. Donc et la question des migrants s'inscrit en réalité dans cette réclusion identitaire, puisqu'en février 2023, le chef de l'État fait un discours qui est repris par les autorités publiques, qui est le discours du grand remplacement. Quel discours du grand remplacement, en réalité? C'est-à-dire, voilà, nous sommes envahis par les subsahariens, et qui sont les auteurs de violences, etc., et qui sont en train, alors que l'hypothèse haute de la présence de subsahariens en Tunisie, c'est environ 60 000 personnes. Sur une population de 12 millions d'habitants, c'est pas ça qui va changer la composition démographique du pays. Et donc, c'est la rhétorique publique. Et maintenant, voilà, en fait, c'est un complot, parce que c'est le discours présidentiel est un discours purement complotiste, conspirationniste. C'est un complot pour changer l'identité arabo-musulmane de la Tunisie. Voilà quel est le... Et depuis, parce qu'il faut bien dire que dans tout le Maghreb, il y a un racisme anti-noir qui est un vieux racisme enraciné qu'on n'ose pas trop rendre public. Et là, ce discours public a désinhibé ce vieux racisme en Tunisie, en réalité. C'est ça. Parce que c'est un... Il ne faut pas oublier que quand même l'esclavage arabe est une vieille chose et que les pays du Maghreb ont été des escales de la traite négrière de façon extrêmement importante pendant plusieurs siècles. Donc il y a eu vraiment... ça a désinhibé des vieux réflexes racistes en Tunisie, ce qui fait qu'on assiste depuis février dernier, avec la bénédiction du pouvoir, à des exactions extrêmement graves contre les populations subsahariennes, donc qui essayent de quitter la Tunisie. Certaines s'étaient installées, parce que le problème en Afrique du Nord aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord ne sont plus seulement des pays de transit, ce sont également des pays d'installation. Et ça, c'est très difficile à accepter pour les populations locales. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une arrivée massive sur en Italie, à Lampedusa, entre autres. Hein. C'est parce qu'effectivement, bon, il y a les arrivées classiques de Tunisiens
je crois qu'une des raisons, une des manifestations de l'échec des trois régimes du Maghreb, c'est que 70% de la jeunesse de ces pays a envie de quitter le pays. C'est un signe, le signe le plus patent, en fait, de l'échec, quand toute une jeunesse, et plus qu'une jeunesse d'ailleurs, même y compris des gens beaucoup plus âgés, ne veulent plus rester dans leur pays. Donc voilà, il y a, et malheureusement, et je terminerai par là, l'Union européenne se soucie très peu de ces atteintes aux libertés, dans la mesure où l'obsession migratoire de l'Union européenne fait qu'elle accorde un blanc-seing au régime tunisien, au pouvoir tunisien actuel, à condition que ce régime puisse arrêter les migrants. Et vous savez très bien que l'Union européenne externalise sa frontière au sud de la Méditerranée. Voilà un petit peu où en est la situation, laquelle n'est pas très brillante. Merci infiniment, Sophie. Abou Bakr, vous avez connu une reconversion, on peut dire, professionnelle, puisque vous avez exercé le journalisme pendant, je pense, plus d'une décennie au Maroc, un journalisme d'investigation qui a commencé avec l'arrivée au pouvoir donc, du roi actuel, Mohamed VI. Alors, je ne sais pas si vous êtes un grand naïf ou un aventurier, mais vous avez cru au début que cette transition de Hassan II au roi actuel donc, allait ouvrir des perspectives en matière de liberté d'expression. Et donc, vous vous êtes investi dans deux aventures absolument extraordinaires au Maroc. Une première aventure donc à travers un journal qui a été fermé, que vous avez rebaptisé le journal, je pense, hebdomadaire, et que vous avez aussi lancé un périodique arabophone. Donc vous étiez engagé donc, sur le front donc, autant donc, arabophone que francophone. Alors pourriez-vous nous dire un petit peu en quoi a consisté cette aventure médiatique, puisque la question de la liberté d'expression est aujourd'hui encore au cœur des tensions qui existent au sein du régime et au sein donc, du Maroc, puisqu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y a des journalistes qui sont muselés, il y a des journalistes qui sont espionnés. Et à la lumière du scandale donc, Pegasus, nous avons aussi appris que le Maroc ne se contentait pas de museler des journalistes, mais essayait aussi donc, de museler des figures de la société civile, et y compris en fait des figures donc, internationales. Alors je vous en prie, vous avez 10 minutes. Alors, une précision, c'est que le journal n'a pas commencé sous Mohamed VI, il a commencé sous Hassan II. Oui. Et au risque de vous choquer, moi j'ai cru en Hassan II, je n'ai pas cru en Mohamed VI. Et en fait, pour être plus précis, j'ai cru au machiavélisme de Hassan II, au sens premier du terme, c'est-à-dire à sa capacité à bien mesurer les équilibres du pouvoir, et en espérant, ce n'est pas que j'espérais, c'est qu'on avait vu qu'il avait compris que la continuité de la monarchie dépendait, et je vais être précis dans mes termes, d'une libéralisation politique. Je n'ai pas utilisé le mot démocratie. D'accord ? C'est-à-dire qu'il avait compris. Une décompression autoritaire, on peut appeler ça comme ça, une décompression autoritaire. Mais pour bien expliquer les deux, enfin, la différence, c'est qu'une libéralisation politique, c'est que vous ouvrez l'espace public aux voix dissonantes, mais vous ne leur octroyez pas les droits constitutionnels qui leur permettent de protéger cette liberté. C'est ça la différence. Lorsque vous sanctuarisez les libertés individuelles et collectives dans une constitution et que vous avez une vraie séparation du pouvoir, bienvenue dans le monde de la démocratie. Mais avant ça, vous ne l'avez pas. Ce que vous avez, c'est que vous avez la bonne volonté d'un régime autoritaire, d'un roi qui a compris, qui a été assez intelligent
pour comprendre que la perpétuation de sa dynastie dépendait de cette ouverture-là. Je suis très heureux qu'on ait commencé par l'Algérie parce qu'à chaque fois qu'on me demande de parler du Maroc, je commence par l'Algérie. Et la raison pour laquelle je commence par l'Algérie, ce n'est pas que pour une raison négative, c'est pour une raison positive. J'ai passé quelques années aux États-Unis et j'étais toujours scandalisé lorsque j'entendais de doctes professeurs nous expliquer que les premières élections démocratiques dans le monde arabe, c'était les élections irakiennes. Parce que les États-Unis avaient envahi, qu'il y a eu des... Et à chaque fois, j'étais obligé de leur rappeler que non, ça a commencé en Algérie, et puis après, la Palestine. Arafat a été élu démocratiquement en 1996 avec des observateurs internationaux et tutti quanti. L'Algérie est très importante parce que l'Algérie a ouvert cette parenthèse démocratique. Quand on parle de printemps arabe, il y avait un proto-printemps arabe qui a commencé à la fin des années 80, début des années 90. Et qui sait, et donc le plus haut point, le zénith, ont été en réalité les élections algériennes et le Nadir, pour rester dans cette, ça a été l'avortement du processus. Donc l'Algérie a réellement constitué le plus haut point et le plus bas point. Alors, où se situe le Maroc dans cette histoire? Le Maroc, ce que Hassan II a fait, alors je ne sais pas si c'est une question de biologie, de maturité, d'âge, etc., parce que je crois que Hussein aussi était dans cette attitude, c'est que contrairement à Ben Ali et contrairement à d'autres, il n'a pas pris le prétexte du GIA et du fils, etc., pour resserrer les boulons. Parce que Sophie, tu connais ça mieux que moi et tu sais comment Ben Ali a utilisé l'épisode algérien pour resserrer les vis, alors qu'au départ, il était soutenu par des démocrates. Il n'y a qu'à voir la constitution de ces gouvernements tout à fait au début. 1987 et 1989, Absolument, il a été soutenu par les absolument, par les démocrates. Et donc quand il y a eu pourquoi? Parce que sans rentrer dans les détails, c'est le renouvellement de ce qu'on appelle la rente géostratégique. Avant, nos régimes autoritaires vendaient au reste du monde leur capacité à bloquer je ne parle pas de l'Algérie, mais de bloquer le communisme. Et donc l'Occident fermait les yeux sur, non seulement fermer les yeux, mais aider ces autoritarismes-là. Quand cette rente géostratégique n'existait plus du fait de la fin de l'Union soviétique, il leur fallait retrouver une autre rente géostratégique et nous avons eu l'islamisme violent, etc., qui a montré le bout de son nez et qui a été un véritable cadeau pour nos autoritarismes. Et donc ils l'ont réutilisé. Par Hassan II. Moi, ma thèse, c'est que Hassan II n'a pas fait ça. Hassan II a été peut-être aussi, on peut toujours arguer du fait, parce que je ne suis pas de ceux qui disent que la dimension, la légitimité islamique, je pense qu'on l'engouffre trop, mais elle existe, de la monarchie n'a pas joué, je pense qu'elle a joué, je pense le fait que... Et surtout que lui jouait le jeu, c'est-à-dire amusez-vous à écouter les discours de Hassan II, ces citations du Coran arrivent naturellement, il n'a pas besoin de lire ce qu'il raconte, son arabe était parfait, etc. Donc il donnait le change, hein. Je ne suis pas sûr que ça a été le plus grand des musulmans, mais il donnait le change. Et donc il a, pendant les années 90, alors que la nuit tombait sur le reste de la région, au Maroc, il y avait une ouverture. Quand on parle, par exemple, de l'attitude vis-à-vis des prisonniers politiques, la première amnistie des prisonniers politiques, je crois que c'était en 1994. Ça n'a pas attendu, Mohamed Si, c'est pas vrai. Je me rappelle que même le débat pour les compensation, pour payer les gens qui ont été en prison, etc., c'était déjà du temps de Hassan II. Le statut de la femme. Les gens oublient que ce débat a commencé d'ailleurs grâce à des associations de gauche, de femmes de gauche et d'extrême gauche. Et je dis de femmes parce que j'ai eu des entretiens très intéressants avec ces grandes militantes qui nous disaient nos propres partis, le patriarcat de nos partis d'extrême gauche nous empêchait de nous battre pour nos... Non seulement ils étaient de gauche, mais en plus ils avaient un problème avec le patriarcat de leur propre parti. Ça a commencé avec cette portion du spectre idéologique marocain. Et Hassan II a réagi très rapidement. Évidemment, il ne pouvait pas laisser à l'extrême gauche le leadership, l'ascendant dans cette bataille-là, et il l'a pris à son compte. Et je me rappelle, il avait en 93, 92, il avait convoqué des associations de femmes très proches du Mrzen en leur disant le Maroc ne traite pas bien les femmes, nos lois ne traitent pas bien les femmes, ouvrons ce chantier. Du début des années 90. Donc dire que Mohamed VI est arrivé et tout s'est arrangé, c'est pas vrai. Même le projet qui a fini par être voté en 2005, c'est un projet qui a commencé avec le gouvernement Yousfi en 1997. Avec Saïd Saadi d'ailleurs, ton homonyme, cher Saïd, qui était à l'époque, qui était donc secrétaire d'État en charge de... Le plan de développement. Oui, le plan d'intégration de la femme au développement, absolument. Donc ça avait commencé du temps de Hassan II. Et donc nous...
moi qui étais dans un tout autre domaine avant, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que banquier, on s'était dit que en fait, c'était le moment de créer un média, parce que, et je me rappelle, notre exemple, c'était El País, parce que ceux d'entre vous qui connaissent un peu la presse espagnole, El País a été fondé en 1976, ce n'est pas une coïncidence, c'était une année après la mort de Franco, et il a été fondé par des journalistes qui travaillaient pour un hebdomadaire qui s'appelait El Triunfo, avant, du temps de Franco. Et nous, on voulait émuler cette séquence, c'est-à-dire commencer par un hebdomadaire, et puis on espérait une espèce de démocratisation qu'on savait qu'elle allait arriver presque, comme dirait Virenque, à l'insu de mon propre gré, pour le régime, et qu'à ce moment-là, on aurait pu donc opérer avec des médias plus capitalistiques, c'est-à-dire qui demandent plus de fonds, plus qu'un hebdomadaire, donc peut-être une télé, un quotidien, etc., qui demandent plus d'investissement. Et donc, nous, c'était ça l'idée, c'était de dire, c'est le moment de Idoine pour justement établir une marque médiatique qui, d'un côté, va devoir survivre grâce au marché, c'est-à-dire grâce à ses lecteurs et grâce à la publicité, et d'un autre côté, faire un travail de journalisme au meilleur standard. Et comme vous le savez, l'un des grands problèmes des institutions médiatiques à travers le monde, c'est qu'elles sont schizophrènes par définition. Une entreprise de presse est schizophrène. Parce qu'en même temps, c'est une entreprise, elle doit se faire de l'argent, et de l'autre, elle affirme vouloir servir le public. Et ces deux objectifs, souvent, sont en contradiction, ce qui fait que c'est compliqué partout dans le monde. Alors, encore plus dans un pays qui n'est pas démocratique. Et donc, on a commencé sous Hassan. D'ailleurs, le journal a été interdit officiellement 2 fois. C'était sous Mohamed VI, et c'était l'année 2000. On a été interdit en avril 2000, puis en décembre 2000 définitivement. Et c'est là où on a changé. Le journal s'est créé en 97. En 97, c'est-à-dire que moi, j'ai été directeur de publication d'un journal sous Hassan II, et les archives n'existent pas, on est en train d'essayer de les mettre en ligne, mais on leur a tout fait. On a parlé de l'affaire Ofrer, il avait affirmé que c'était son jardin secret. On a parlé évidemment des affaires du roi déjà à l'époque, avant que Mohamed VI n'arrive. Absolument, le Sahara, on avait déjà commencé à parler à avoir un angle un peu différent disons de la position officielle. Et donc, c'est sous Mohamed VI que les choses ont commencé à se corser. Et je pense qu'il s'est passé après, et c'est dû à 2 événements. C'est dû évidemment en septembre, et c'est dû évidemment au 16 mai 2003, les 5 attaques terroristes coordonnées à Casablanca. Et à ce moment-là, c'est là où on a regretté Hassan II, parce que Mohamed VI va se mettre dans les rangs, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va nous sortir des lois antiterroristes. Et c'est à partir, en fait, c'était même un peu avant, c'est à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle je pense que moi j'ai été obligé de quitter le pays et que le journal a été fermé après, c'est que nous faisions de l'économie politique, et notre cheval de bataille, c'était qu'il n'était pas normal que le roi soit dans les affaires. Qu'on pouvait comprendre, à la limite, que ce régime autoritaire, du moment qu'il était passager, était peut-être nécessaire pour justement assurer une évolution incrémentale, graduelle et non pas brutale, mais que le corollaire, c'est que le roi ne devait pas abuser de ce pouvoir-là. Et donc on pensait que ça allait se faire en bonne intelligence. Et oui, pour répondre à votre question, j'étais bien naïf évidemment, parce qu'en réalité, après par la suite, je me suis un peu plus renseigné, et ce qui me permet de dire 2 mots sur la Tunisie, c'est qu'il est très rare dans l'histoire de la civilisation humaine qu'il y ait des révolutions démocratiques qui, le lendemain de la révolution, sont des États stables, démocratiques et libéraux. Ça n'existe pas. La Révolution française a eu lieu en 1789. La première constitution à peu près démocratique, c'était en 1881. D'accord. La deuxième chose, c'est que parfois on compare aux pays de l'Amérique, de l'Europe du Sud, on parle de l'Espagne, etc. Mais on oublie une chose, et ça s'applique à la Tunisie, c'est que les Espagnols, les Portugais, les Grecs, ils avaient une énorme carotte pour se mettre d'accord entre eux. C'était l'Union européenne, évidemment. Alors que la Tunisie arrive à un moment où il y a une crise économique mondiale, n'oublions pas ce qui s'est passé après 2008,
Et alors, c'est vrai que ces élites politiques n'ont pas été capables de gérer ces problèmes-là, mais il faut bien avouer qu'ils n'ont pas été aidés par les circonstances et ils n'avaient pas ce qu'ont eu les Espagnols, ce qu'ont eu les Portugais, les Grecs, etc., au début des années 70, sans parler de quelques pays de l'Europe de l'Est. Alors, moi, ce que je voulais, je ne sais pas si j'ai encore... Oui. Alors, pour moi, le plus important, évidemment, les médias sont intéressants en tant qu'illustration des problèmes de fond et des dynamiques du temps long. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse réellement. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, je pense, et il est toujours très délicat, et je prends un grand risque de parler de conclusion ou de grands enseignements, parce que l'événement est très proche, mais je pense qu'il y a deux éléments d'analyse qui sont très, très intéressants consécutivement au tremblement de terre au Maroc. C'est que la première des choses, les gens semblaient découvrir que le Maroc, et qu'il y avait beaucoup de pauvreté au Maroc. Un. La deuxième chose, c'est la gestion politique du pays. Je me rappelle de M. Jack Lang qui expliquait que la constitution de 2011 était une constitution démocratique. Je me rappelle d'Elisabeth Guigou qui expliquait aussi que le Maroc avait traversé était rentré dans le clan des démocraties après 2011. Et voilà qu'on voit que non seulement il n'y avait pas de gouvernement sans le roi, pas de gouvernement, c'est-à-dire un Premier ministre qui a été élu, qui est à la tête d'une... C'est qu'il n'y avait pas d'État. Ce qui est pire, c'est-à-dire non seulement l'illusion d'une démocratisation n'existait pas, mais même l'illusion d'un État fort, pas au sens de surveiller ces journalistes et les mettre sous Pegasus et de faire des vidéos pornographiques, etc., mais dans le sens où il y a un vrai quadrillage du territoire avec une vraie connaissance des citoyens, une capacité à aider ces citoyens. Tout d'un coup, on réalise que pendant 19 heures, le Maroc n'avait pratiquement pas d'État. Et lorsqu'il y a eu un semblant d'activité, c'était des caïds qui, par eux-mêmes, avaient décidé de faire des choses, des policiers, etc. Mais la réaction d'État n'a pas existé. Et même après, elle a pris du temps. D'accord ? Donc, et là, ça doit nous faire poser certaines questions de fond. Sur le plan économique, et d'ailleurs c'est le cas de tous les autres pays, j'ai une solution très simple, évidemment simpliste, pour mesurer la stabilité d'un pays dans la région. Il faut demander un chiffre. Quand quelqu'un vient vous dire « moi, mon pays, Moyen-Orient, on est stable, ça se passe bien, etc. », vous lui demandez un chiffre. Quel est le taux de chômage urbain des jeunes? Le taux de chômage urbain des jeunes. Parce que lorsque vous analysez le printemps arabe, tout est venu de là. C'est la section démographique qui pose problème à nos régimes. Évidemment, comme toujours, les régimes autoritaires contrôlent très bien les campagnes. D'accord ? Et puis, les classes d'âge un peu plus avancées, etc., elles sont contrôlées. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ils ont une seule spécificité, statistiquement parlant. C'est le chômage des jeunes. Nous sommes, lorsque vous mettez par région le chômage des jeunes dans le monde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont très hauts, alors que sur le reste, on n'est pas, vous trouverez toujours une région qui nous ressemble. Oui, absolument, absolument. Des femmes aussi. Au Maroc surtout, au Maroc en particulier, qui s'est dégradé depuis le temps de Hassan II, ça aussi c'est important. Alors pourquoi je parle de cette histoire de jeunesse, et je suis aussi content d'avoir entendu le mot jeunesse plusieurs fois déjà avant mon intervention, parce que je pense qu'il est très important, et d'ailleurs c'est une analyse qu'on doit à un Français, qu'on doit à Emmanuel Todd en premier, puisque Emmanuel Todd, après 2011, avec Youssef Kourbache, ce sont donc deux démographes, en fait il a répété ce qu'il a fait pour l'Union soviétique, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Emmanuel Todd, son grand fait d'armes, c'est d'avoir prédit la chute de l'Union soviétique par une étude qu'il avait faite dans les années 70. Et en fait, il a fait la même chose pour le printemps arabe, et ça, moi, je peux l'attester, parce que son livre est sorti après le printemps arabe. Mais mon journal avait publié une étude confidentielle qui lui avait été commanditée par le ministère de l'Intérieur marocain en 2006. Et dans cette étude, Emmanuel Todd et Youssef Kourbache disaient, quand vous analysez l'évolution de la démographie dans la région et au Maroc en particulier, vous constatez quelque chose de très important, c'est la chute vertigineuse du taux de fertilité. Tous ceux qui font un peu de sociologie savent que cela veut dire la modernisation sociétale du pays. L'indice de fécondité. L'indice de fécondité. Donc, et au Maroc, alors je me rappelle, parce qu'il avait une phrase d'ailleurs qui comparait avec la France, où il disait que de 1985 à 2005, le taux de fertilité était descendu, ou de fécondité était descendu de presque 5, donc enfants par femme, jusqu'à 2,5 en 2005, en 20 ans.
Et ça nous permet de mesurer par quoi nos pays passent. Et il a dit, cette évolution-là qui s'est passée en 20 ans a eu lieu en France en 160 ans. Donc il faut voir en termes culturels ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'une société où vous avez un tel changement, c'est-à-dire vous passez d'un père, là je parle des hommes, d'un père, je parle du patriarcat, qui a je ne sais pas combien d'enfants, à un père qui accepte en réalité, parce que c'est quoi un taux de fertilité qui baisse? C'est un père qui accepte d'avoir moins de chances d'avoir un fils. Donc son rapport avec les... Parce que vous le savez, cette histoire de fertilité, elle dépend de toutes les sociétés humaines sont passées par là, c'est la nature de l'économie, etc., l'agriculture, la force physique, etc., etc. Et donc ce qui se passe, c'est que le rapport entre les hommes et les femmes commence déjà à changer. Et il écrit dans ce rapport qu'en plus de cela, le Maroc avait commencé à sortir de la crise des années 80 grâce aux femmes. Parce que le secteur qui nous a permis de relever la tête, ça a été le textile. Et qui travaille dans le textile, ce sont les femmes. Ce qui a mené à une explosion du taux d'intégration de la femme à l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait un taux très élevé, qui a d'ailleurs baissé depuis. Et donc, la conclusion de ce rapport, il le dit à mot couvert, parce que, bon, après tout, c'est le ministère de l'Intérieur marocain qui l'a payé. Il le dit à mot couvert, c'est que les institutions politiques sont en retard par rapport à la nature de la société. Et c'est ce qui s'est passé, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Parce que cette histoire d'ailleurs, la Tunisie a été beaucoup plus en avance que les autres pays sur le plan sociétal, parce que Bourguiba, dans les années 60, a passé des lois hyper modernes, l'avortement, enfin, un tas qui ont permis justement au taux de fertilité de baisser. La Tunisie a été précurseur en termes de baisse du taux de fertilité. L'autre conséquence, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation démographique. Lorsque vous voyez la pyramide des âges de nos pays et du Maroc en particulier, aujourd'hui, elle ressemble à des femmes enceintes. C'est-à-dire que le gros de notre population, il est parmi les jeunes. Alors, ce type de démographie, c'est un cadeau pour les Allemands, c'est un cadeau pour les Espagnols, c'est un cadeau pour les Japonais, mais c'est un problème pour nous. Pourquoi? Parce que les économistes appellent ça le dividende démographique. Pourquoi? Parce que quand vous avez beaucoup de jeunes, ça veut dire que vous avez beaucoup de gens qui travaillent, qui contribuent au système de sécurité sociale, qui permettent de financer les dépenses des plus âgés et des enfants. Et ça s'appelle un dividende démographique. C'est le moment rêvé de toute nation, parce que c'est à ce moment-là que la machine économique est à fond. Or, notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir les institutions politiques pour prendre avantage de ce dividende économique. Et il va se retourner contre nous. Il s'est déjà retourné contre nous. C'est à ça qu'on voit ces espèces d'explosions sociales qui malheureusement n'ont pas abouti. La pression n'a pas été assez forte pour changer nos régimes. Et c'est une phase qui va passer. Qu'est-ce qui va arriver à nos pays lorsqu'on va dépasser cette phase? Parce que le taux de fertilité est tombé, il ne va pas remonter. Ça, on le sait. Et je pense que vous pouvez expliquer beaucoup de choses par cette évolution-là. Je pense qu'il y a une évolution profonde. Et il y a un sondage qui m'a confirmé dans cette analyse, qui est paru en 2019, qui a été publié par le Centre arabe à Washington, sur la jeunesse marocaine. Donc il demande aux jeunes leur avis sur la politique, etc. Et le Maroc, et je finis, oui, le Maroc est le pays de la région où il y a le plus de différences d'opinion entre les jeunes et les plus âgés. Mais elle est énorme. C'est-à-dire que par rapport à la religion, par rapport à ce qu'ils pensent du gouvernement, de l'État, etc., nous avons littéralement deux Marocs. Nous avons deux Marocs qui pensent totalement différemment. Et c'est cette incapacité du régime marocain à gérer cette complexité-là qui fait qu'on en parlait un peu plus tôt, qu'on a eu une bénalisation, un retour, quand je parle de banalisation, c'est-à-dire l'utilisation de ces méthodes abjectes de fabrication de vidéos pornographiques, de mettre des caméras dans littéralement les chambres à coucher d'intellectuels. Et d'ailleurs, les articles contre Macron, je les mets sur le même plan. C'est un signe de dégénérescence intellectuelle patent, en tout cas d'une partie du régime. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je m'arrête là, mais je pense qu'il est important d'avoir en tête ces dynamiques qui touchent le temps long pour faire sens de ce qui nous arrive aujourd'hui. Merci.